Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir dans ce séminaire consacré aux mathématiques, à réenchanter les maths à l'école, Marie Amalric, qui est, c'est la deuxième présentation ici au Collège de France, et qui est une des grandes spécialistes du développement des mathématiques et de leurs circuits cérébraux. Alors je rappelle simplement que le cycle Réenchanter les maths à l'école fait partie de l'action Agir pour l'éducation du Collège de France. C'est vraiment important pour nous. Il y a beaucoup de professeurs qui s'engagent et qui, dans leur recherche, orientent leur recherche en partie pour tenter d'apporter des solutions aux difficultés que connaissent nos écoles, nos élèves, nos enseignants. Il y a un énorme besoin de formation, je crois, dans ce domaine, sachant que la formation enseignante en France est en train d'être réformée, c'est très bien, mais pour l'instant, il y a clairement des besoins très importants et il y aura toujours des besoins de formation continue. Donc on crée, en particulier avec cette série de conférences, vous pouvez les retrouver sur YouTube et sur le site du Collège de France, on crée des séries de conférences, un cycle complet, avec non pas un enseignant, comme ça se fait parfois sur des chaires annuelles au Collège de France, mais une série d'enseignants qui chacun apporte une perspective un peu complémentaire sur le sujet. Et le sujet des maths, il est vraiment très important et très proche de nous. Vous savez que Stéphane Malat a une action vraiment importante là-dessus, avec des actions pour utiliser la science des données au lycée en particulier, pour motiver les élèves et aussi à l'université à résoudre des problèmes intéressants et à découvrir par ce biais-là et à se voir enseigner explicitement des outils mathématiques. Pierre-Michel Minguer s'intéresse à la créativité mathématique et à différentes manières de la stimuler. Et puis, dans mon laboratoire, nous développons des outils pour voir les objets mathématiques dans le cerveau, pour mieux comprendre comment ils se mettent en place, et ça va jusqu'à la mise en place d'outils pour aider les enseignants et les élèves. On vous en parlera peut-être une autre fois, mais il y a une très belle action qui se développe sur la compréhension des fractions, qui est un obstacle majeur pour les élèves, et on commence à avoir des résultats particulièrement intéressants sur une intervention qui est créée par Maxime Côté, je ne sais pas s'il est là, qui permet d'adresser, dans une certaine mesure, les difficultés très importantes que connaissent les élèves avec les fractions. Donc le Collège de France est engagé, et grâce à la fondation du Collège de France et à la générosité de beaucoup d'entre vous, il reçoit des financements pour ces projets sur Agir pour l'éducation. Alors sans plus attendre, donc Marie Amalric. Marie a commencé ses études à l'École normale supérieure, ici à côté, à la rue d'Ulm, tout en suivant très rapidement en parallèle des cours à l'ENSTA. C'est donc une mathématicienne, ingénieure, mais qui a décidé de s'orienter vers les sciences cognitives, qui a fait tout de suite partie du département de sciences cognitives de l'ENS, où elle a obtenu le CogMaster, c'est un des masters particulièrement proéminents en sciences cognitives au niveau mondial, vraiment. Et elle est venue au laboratoire, elle a passé 6 ans, en fait, au laboratoire, à Neurospin, et c'est là qu'on a commencé à faire les premières images du cerveau de grands mathématiciens, et à regarder qu'est-ce qui se passait lorsqu'un grand mathématicien réfléchit aux objets mathématiques. C'était le travail de thèse de Marie, qui ensuite est partie pour une série de séjours à l'étranger, d'abord à Rochester, n'est-ce pas? Ensuite à Carnegie Mellon, ensuite à Harvard pendant le Covid, ce qui n'était peut-être pas le meilleur moment, avec notre amie Elisabeth Spelke, qui a fait une des conférences, la première conférence le 22 janvier, et puis enfin à l'université de Trento, mais elle vient de rentrer en France sur un poste qu'on appelle de contrat professeur junior, donc elle est maintenant professeure à l'INSERM et à l'université Paris-Saclay, et on est très heureux de te voir revenir au laboratoire pour travailler ensemble sur le développement des objets mathématiques. La conférence de ce soir s'intitule « Qu'est-ce qui change dans le cerveau lors de l'apprentissage des mathématiques ?» et je vous remercie de m'aider à accueillir Marie Amalric. Merci infiniment Stan pour cette invitation et pour ton introduction. Alors effectivement, qu'est-ce qui change dans le cerveau lorsque l'on apprend des mathématiques? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc pendant longtemps, l'apprentissage a été étudié presque exclusivement à travers le prisme des comportements ou des performances scolaires. Mais aujourd'hui, grâce aux outils de neuroimagerie, nous pouvons explorer ce qui se passe à l'intérieur du cerveau lorsqu'il apprend, en particulier dans un domaine aussi structuré et exigeant que les mathématiques. Et donc cette présentation aujourd'hui a pour objectif d'explorer les bases cérébrales des mathématiques et leur développement, et de comprendre comment le cerveau se transforme avec l'âge et l'éducation. Alors je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui en 6 chapitres.
en commençant par le cerveau des bébés, puis nous verrons que chez l'adulte, les mathématiques reposent sur un réseau cérébral bien distinct, différent de celui mobilisé pour le langage. Et ensuite, nous verrons que ce réseau est présent très tôt, même si chez l'enfant, il est encore en construction. Et enfin, je montrerai les 3 aspects principaux de cette construction. Voilà le menu. Alors commençons donc par le début, par le cerveau du nourrisson. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau du bébé qui vient de naître n'est pas une page blanche. Au contraire, il est déjà bien équipé pour traiter les idées mathématiques. Et donc, au cours de son évolution, notre cerveau a été doté de la capacité de traiter de représentations élémentaires de l'espace et du nombre que nous partageons avec de nombreuses espèces animales et qui sont au fondement de l'intuition mathématique. Alors, bébé, il est déjà capable de percevoir de petites quantités exactes, d'évaluer approximativement le nombre d'objets dans un ensemble, d'effectuer approximativement des opérations simples, comme par exemple des additions approximatives, mais aussi de percevoir des ratios, de comprendre intuitivement des probabilités, ou encore de percevoir des formes géométriques et leurs propriétés. Alors, grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, on peut désormais regarder à quelle structure cérébrale ce sens, ces intuitions, et en particulier ici, je vais vous montrer ce sens du nombre, sont associés. Et il se trouve que ce sens du nombre est associé à l'activation systématique d'une région qui s'appelle le sillon intrapariétal. Alors, on va commencer à regarder une première étude ici. Je vous montre cette étude de Véronique Izard qui a été réalisée avec Ghislaine Dehaene et Stanislas Dehaene chez des nourrissons de 3 mois. Donc, dans cette étude, les chercheurs ont présenté à ces jeunes bébés des séquences d'images qui contenaient des objets avec des variations ponctuelles, soit de leur nombre, soit de la quantité d'objets présents, ou bien de leur identité, où on voyait donc des changements d'objets eux-mêmes. Et ils ont mesuré l'activité cérébrale en réponse à ces stimuli visuels avec, ici, la technique d'électroencéphalographie. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces changements de nombre activent préférentiellement le sillon intrapariétal, notamment dans l'hémisphère droit. Alors, je crois que j'ai de quoi montrer. Voilà, on le voit ici. Et alors que les changements d'identité des objets, eux, activaient le cortex temporal inférieur. Ici, on ne le voit pas. Et donc, il semble que le sillon intrapariétal, au moins dans l'hémisphère droit, soit impliqué très tôt dans le traitement des quantités. Chez les enfants, il est aussi possible d'obtenir de meilleures images de localisation de l'activité cérébrale grâce à la technique d'IRM fonctionnelle. Alors, ce n'est pas très facile. Il faut commencer par bien les familiariser dans une fausse IRM, puis bien les installer bien confortablement dans le tunnel de la vraie IRM. Mais on y arrive, c'est sans danger, on peut le faire. Ici, vous voyez des photos qui viennent justement du labo à Harvard, avec un jeune enfant qui a donc été entraîné d'abord et puis ensuite va passer une IRM dans le laboratoire. Et ce que je vous montre maintenant, c'est l'image d'activation qui est obtenue chez un enfant de 4 ans, scanné en IRM fonctionnel, pendant une tâche passive qui consistait à fixer une croix qui est au centre de l'écran et à appuyer sur un bouton quand cette croix devenait rouge. Alors pendant ce temps, l'enfant voyait défiler des ensembles d'objets qui sont très similaires à ceux présentés au-dessus, dont la quantité et ou la forme pouvaient changer. Peu fréquemment, alors par exemple, vous pouvez voir un passage de 8 objets à 16 objets, ou alors les cercles étaient remplacés par des carrés ou des triangles. Et on voit qu'ici aussi, les changements numériques activent cette région ici, qui est donc dans le sillon intrapariétal droit. Donc c'est une région qui se trouve en fait vers l'arrière de notre cerveau, par ici. Voilà. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir, le cerveau est doté très tôt d'une capacité de traitement élémentaire du nombre et de l'espace.
Ces premières intuitions numériques et spatiales sont les briques de base sur lesquelles l'éducation mathématique va se construire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qu'il est important de bien connaître ces intuitions, mais aussi les contre-intuitions qu'elles engendrent pour une pédagogie efficace. Alors vient ensuite l'apprentissage formel et symbolique à l'école. Alors maintenant, pour ce deuxième chapitre, je vais repartir de l'autre côté de la trajectoire développementale chez l'adulte. Alors chez l'adulte qui a appris, par exemple, l'arithmétique lorsqu'il était à l'école, que s'attend-on à voir? Alors je vais vous présenter ici un mécanisme et un modèle qui étaient proposés par Stanislas Dehaene et Laurent Cohen dans les années 90 et qui vont nous permettre de prédire à quoi s'attendre. Alors d'abord, d'après le mécanisme de recyclage neuronal, les apprentissages culturels humains, comme par exemple l'écriture, la composition musicale, les mathématiques, etc., doivent donc recycler des régions cérébrales qui sont impliquées dans des fonctions essentielles au nouveau domaine appris. Alors ça veut dire que tout nouvel objet culturel inventé ou appris va être encodé dans le cerveau, dans un circuit dont la fonction initiale est suffisamment proche pour s'adapter au nouvel objet. Alors du coup, on va s'attendre à retrouver notamment les structures cérébrales qu'on vient de voir chez le bébé dans le traitement d'objets mathématiques symboliques, mais avec des choses en plus. Et oui, pourquoi? Parce que quand on a appris l'arithmétique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à mettre en lien, à interfacer une représentation abstraite de la grandeur numérique, qui est, comme on vient de le voir, assez ancienne dans l'évolution, et qui implique des régions pariétales, avec des représentations symboliques du nombre, que ce soit de la forme visuelle, comme des chiffres arabes, que l'on s'attend à impliquer des régions de traitement visuel, donc traitement visuel des objets, ou bien de la forme verbale, voilà, comme des noms de nombres, qui doit impliquer des régions de traitement du langage. Donc, finalement, avec l'éducation, nous apprenons à accéder aux représentations de grandeur numérique par l'intermédiaire de symboles, et ce, de manière extrêmement fluide. Donc, on va passer de façon fluide entre ces différents codes. Donc, par exemple, l'adulte va pouvoir, par exemple, s'appuyer sur le code verbal pour retrouver un fait arithmétique, comme 2 plus 2 égale 4, puis revenir très rapidement à la grandeur numérique pour représenter la quantité obtenue, combien ça fait, et puis revenir au code visuel en chiffres arabes pour poser le problème dans sa tête. Alors, tout ceci repose sur un passage rapide entre les différentes représentations qui va nécessiter un système de contrôle cognitif, voilà, qu'on a ici représenté assez schématiquement au niveau du cortex frontal. Et alors, du coup, est-ce que c'est bien ça qu'on observe? Alors, on a une méta-analyse de 2003 qui a montré que toutes les tâches numériques de calcul, de comparaison, et ce, quelle qu'en soit la modalité, engendre une activité du sillon intrapariétal, non seulement droit, donc on a bien un recyclage, mais aussi du sillon intrapariétal gauche, activité qui est également directement proportionnelle à la difficulté de l'opération. Et puis plus récemment, des enregistrements intracrâniens ont mis en évidence une région de la voie visuelle ventrale, que vous voyez ici, donc là on est beaucoup plus proche du bas du cerveau, ici et un petit peu vers l'arrière, qui répond sélectivement aux images de nombres, plus qu'aux mots ou à d'autres symboles. Donc c'est un autre cas de recyclage d'une zone de traitement visuel qui semble développer ici une sensitivité aux symboles. Et alors ce développement de sensitivité, il intervient souvent dans l'emphase, comme par exemple c'est le cas pour les mots, mais il peut intervenir aussi plus tard dans le développement. Ici, je vais vous montrer notre étude de 2016 dans laquelle nous avons comparé l'activité du cortex visuel ventral, donc cette région qui est impliquée dans la reconnaissance visuelle d'objets, entre des mathématiciens professionnels et des participants contrôle qui étaient de même niveau universitaire, mais qui n'avaient pas fait de maths après le lycée, alors qu'ils étaient en train de regarder de diverses catégories d'images, dont des images de nombres. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà, des images de nombres, de formules,
Et puis également des images qui représentent des mots, mais aussi des outils, des maisons, des visages, etc. Pour lesquels nous savons que cette région de la voie visuelle ventrale contient des zones spécialisées bien connues. Alors, ce que vous voyez ici entre les mathématiciens et les contrôles, ce sont des activations d'abord très similaires entre les deux groupes de participants pour la grande majorité des catégories d'images. Vous voyez, à chaque catégorie d'images correspond une couleur sur cette carte. Mais il y a aussi des différences entre les deux groupes, notamment pour les formules mathématiques, qui sont donc des objets particulièrement familiers pour les mathématiciens, mais pas pour les participants contrôle. Et donc chez les mathématiciens, vous voyez en vert ici, on retrouve des activations qui sont plus fortes et plus étendues. Voilà, c'est ce que j'ai représenté également ici. À l'inverse, les mathématiciens, ceci peut-être une anecdote, mais j'aime bien le présenter une activation réduite dans les régions impliquées dans la reconnaissance des visages. Par rapport au contrôle, je vous laisse interpréter. Nous n'avons pas comment dirais-je, nous n'avons pas de preuve que cela a un impact sur la reconnaissance des visages dans le comportement, mais en tout cas dans le cerveau, on a une légère diminution de l'activation au visage. Alors, ces résultats, blague à part, peuvent être vus comme une trace supplémentaire de recyclage neuronal. En fait, donc, ce qu'on voit, c'est que le cerveau ne crée pas un module mathématique ex nihilo, mais il réutilise ici une partie du cortex visuel ventral, initialement impliqué dans la reconnaissance d'autres objets, qui se retrouve donc partiellement reconfiguré pour traiter des symboles mathématiques. Alors jusqu'ici, à part dans la diapo précédente, on a surtout parlé de découvertes qui concernent l'arithmétique élémentaire. Et vous êtes peut-être en train de vous dire que les mathématiques, ce n'est pas qu'une question de nombres, qui sont somme toute assez éloignées des notions mathématiques plus compliquées que vous avez sans doute abordées au cours de votre cursus scolaire, ou des notions d'une incroyable complexité et abstraction que manipulent les mathématiciens au quotidien. Alors je vais faire un petit détour, on va s'intéresser à ça un instant, comment notre cerveau manipule les objets mathématiques de plus haut niveau. Alors justement, Stanislas Dehaene l'évoquait brièvement, pour répondre à cette question lors de ma thèse, nous avons recruté des mathématiciens professionnels pour une expérience d'IRM fonctionnelle. Dans cette expérience, les participants devaient écouter des propositions mathématiques et non mathématiques et indiquer si elles étaient vraies, fausses ou absurdes. Alors, il faut imaginer, vous avez un mathématicien, vous prenez un mathématicien, vous le mettez dans une IRM fonctionnelle, et puis vous lui posez des questions comme une mesure finie invariante à gauche sur un groupe compact et bien invariante. Vrai, faux, bon. Alors, ici, ce qu'on a, vous voyez, ce sont des phrases. Donc, les concepts mathématiques sont exprimés dans une phrase, c'est-à-dire finalement le médium par lequel les mathématiques de ce niveau-là sont communiquées, mais aussi par lequel elles sont enseignées. Alors, que va-t-on voir? Est-ce qu'on va voir l'engagement du réseau du langage, du fait de la modalité d'expression, ou bien, à nouveau, un cas de recyclage du réseau impliqué dans le traitement des nombres et de l'espace, du fait du contenu mathématique des phrases elles-mêmes, et donc même si elles ne font en fait aucune référence directe au nombre. Alors, qu'est-ce que ça va être? Alors ici, on étudie des contrastes. Je fais une petite parenthèse. Il s'agit en fait d'une méthode de soustraction assez classique qui consiste à comparer l'activité cérébrale évoquée par deux conditions expérimentales qui sont minimalement différentes. Ici, cette méthode, elle nous permet d'identifier quel est le circuit cérébral qui est impliqué dans une étape précise d'une tâche cognitive, ici en particulier la phase de réflexion qui suit la présentation orale de chaque phrase. Et donc on va pouvoir comparer entre les phrases à contenu mathématique et les phrases à contenu de culture générale. Et ici en rouge, vous voyez les régions dans lesquelles on a pu trouver plus d'activation lorsque les participants ont jugé la valeur de vérité d'une phrase mathématique versus une phrase de culture générale. Alors maintenant, chez les mêmes participants, je vais vous montrer les mêmes coupes cérébrales, mais qui montrent cette fois-ci le contraste de la visualisation de nombres écrits versus les autres images, donc de visages, d'outils, de maisons, etc. Et puis,
Les mêmes coupes cérébrales à nouveau, mais qui cette fois montrent le calcul mental simple, du calcul mental simple, comme calculer 10-3, versus l'écoute de phrases simples, comme par exemple en Angleterre, les taxis roulent à gauche. Et ce que vous voyez ici, c'est l'intersection incroyable de ces différentes cartes d'activation, à nouveau chez les mêmes sujets. Donc on est dans un cas de recyclage à nouveau du réseau qui répond au nombre et à l'arithmétique élémentaire, même pour traiter donc de ces phrases et de ces concepts mathématiques de haut niveau. Je vous propose ici rapidement une autre visualisation, toujours de ce même contraste, là cette fois-ci en bleu, vous voyez, ce qui va être plus pratique pour vous montrer la suite. Donc on part d'ici. Maintenant, voici en vert sur le même cerveau le contraste inverse, donc les régions qui sont plus actives pendant la réflexion sur les énoncés de culture générale que ceux de mathématiques. Et ici, ces régions en vert, ce sont des régions qui sont typiquement impliquées dans le traitement sémantique de la langue. Donc finalement, la réflexion mathématique de haut niveau recrute un ensemble de régions distinctes dans le cerveau, distincts du langage. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai seulement parce qu'on a étudié des mathématiciens professionnels? Est-ce que c'est généralisable? Avec un protocole tout à fait similaire, c'est-à-dire à nouveau en présentant des phrases qui sont à contenu mathématique ou non, on a cette fois-ci scanné des adultes de la population générale, sans éducation mathématique particulière, sur des phrases qui étaient beaucoup plus simples. Et donc voici ce qu'on a trouvé, une dissociation qui est tout à fait similaire. Quand vous regardez ces deux cartes côte à côte, elles sont incroyables de similarité. Et donc, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Eh bien, que le langage mathématique, ce n'est pas le même que le langage naturel, qu'il recycle des régions cérébrales qui sont pertinentes dans son développement, et ce sont des régions qui sont distinctes de celles engagées et développées par le langage. Alors, maintenant, nous allons passer à notre chapitre 3 et nous allons revenir aux enfants, chez qui on va voir que la même dissociation, dans un protocole tout à fait similaire à celui qu'on vient de voir, existe. Alors cette fois-ci, ce sont des phrases adaptées au niveau des enfants. Alors je vous montre, c'est le travail de Théo Morfois avec Ghislaine Dehaene et Stanislas Dehaene au laboratoire. Et donc dans une étude longitudinale, ils ont recruté des enfants qui sont âgés de 5 à 8 ans et qui ont été donc suivis. Donc en utilisant un protocole, vous voyez, qui est tout à fait similaire à celui qui vient d'être décrit chez les adultes, c'est-à-dire que les enfants, alors je ne sais plus s'ils les écoutent ou s'ils les lisent, pardon, excusez-moi, mais en tout cas on leur présente des phrases mathématiques et contrôle. Ils écoutent, merci. Donc ils écoutent, les enfants écoutent des phrases mathématiques et puis des phrases contrôle à contenu donc non mathématique. Et puis ils doivent indiquer si la phrase qu'ils viennent d'entendre est vraie ou fausse. Donc voici les cartes d'activation cérébrale qui sont obtenues pour le contraste mathématique versus phrase contrôle chez ces enfants. Vous voyez donc ici, en faisant la correspondance avec les activations, entre les activations qui sont en orange chez les enfants et celles que je vous remontre qui étaient en bleu chez les adultes, on voit que ces cartes sont tout à fait similaires à celles qui étaient observées donc précédemment chez les adultes de la population générale, montrant notamment une activation du sillon intrapariétal. Alors je vais vous montrer ici, on le voit dans l'autre hémisphère, ici, et puis des régions temporales inférieures, ici, de la même façon qu'on le voyait chez les adultes, et puis également un certain nombre de régions frontales qui sont également tout à fait similaires, par exemple ici. Donc finalement, le réseau semble être en place très tôt dans l'enfance, et c'est également ce que j'ai pu observer dans cette étude, ici avec Jessica Cantlon, où nous avons comparé l'activité cérébrale dans un groupe d'enfants de 9 ans
et d'un groupe d'adultes qui étaient confrontés à un même concept mathématique, celui de la commutativité, qui a été présenté soit sous forme d'une vidéo pédagogique que vous voyez défiler ici, soit dans une tâche de comparaison numérique avec des blocs symboliques où on présentait donc, par exemple 2x3, 3x2, et d'autres non symboliques comme celui que vous voyez ici avec des groupes de points. Et puis nous présentions également une vidéo pédagogique contrôle portant sur un concept de grammaire. Alors ici, pour analyser l'activité pendant les vidéos, nous avons utilisé une méthode d'analyse de l'activité cérébrale qui est dite de corrélation intersujet. Alors c'est une méthode qui permet de mesurer à quel point les réponses cérébrales sont similaires entre les individus qui sont en train de regarder ou d'effectuer la même tâche. Et donc nous avons calculé des corrélations entre les enfants eux-mêmes, des corrélations entre les adultes, mais aussi des corrélations entre les enfants et les adultes, afin de déterminer si les enfants activaient les mêmes circuits que les adultes et avec quelle stabilité. Alors sur cette carte, vous voyez les résultats de cette analyse de corrélation entre enfants et adultes pour les 3 tâches. Et je vais particulièrement attirer votre attention sur les zones qui sont bleu foncé, verte et bleu clair, voilà, qui correspondent respectivement aux corrélations intersujets pendant la vidéo de maths, la tâche de comparaison numérique et leur intersection en bleu clair. Qu'est-ce que ça nous montre, ça ? Ça nous montre que les enfants recrutent bien les mêmes régions cérébrales que les adultes, donc notamment à nouveau dans le réseau fronto-pariétal qu'on a vu, dans des régions inférieures temporales, ce qui à nouveau confirme que le réseau mathématique est déjà présent dès l'enfance. En revanche, quand on observe plus finement ce qui se passe au sein des différentes régions de ce réseau, on observe que la synchronisation de l'activité est moins forte, voilà, chez les enfants qui sont ici donc en orange, qu'elle ne l'est chez les adultes ici en violet. Et donc ça suggère que l'activation de ce réseau, elle est un petit peu moins systématique, elle est plus variable, elle reflète une forme d'immaturité fonctionnelle. Donc finalement, le réseau, il est là, mais il est encore en construction. Et donc pour nous arrivons, je dirais, à peu près à la moitié de cette présentation. Et ce que je vais faire dans le reste du temps, c'est présenter et détailler les points principaux de cette construction. Voilà, simplement. Alors vous avez peut-être remarqué que dans les résultats que je viens de vous présenter chez les enfants, on a vu des cartes d'activation bilatérale similaires à ce qu'on avait pu observer chez les adultes. Et donc ça veut dire que par rapport au bébé et au traitement des représentations non symboliques qu'on avait vues, on a eu un développement des activations dans l'hémisphère gauche. C'est un développement qui est confirmé ici par des analyses réalisées par Théo Morfois. Vous voyez que l'intensité de l'activation pour les mathématiques plus que les stimuli contrôle augmente avec l'âge et de façon bien plus significative dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Et cette augmentation dans l'hémisphère gauche, finalement, est majoritairement expliquée non pas par l'âge ou par le nombre d'années d'éducation, mais par le niveau de compétences en mathématiques. Donc si on revient au modèle du triple code qu'on avait vu chez les enfants, finalement, qu'est-ce que ça soutient, cette idée ? Ça soutient l'idée du rôle majeur, du lien qui est établi entre diverses représentations des concepts dans le développement des mathématiques dans le cerveau. Mais attention, ça ne veut pas dire que les symboles viennent remplacer les représentations non symboliques qui étaient là et qui sont préexistantes. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette étude qui a été réalisée par l'équipe de Jérôme Prado avec Nakai, qui ont exploré le développement des représentations corticales des nombres symboliques, donc des chiffres arabes, et des quantités non symboliques,
comme des ensembles de points. Chez 89 enfants, certains âgés de 5 ans donc, qui débutaient leur scolarité, et d'autres âgés de 8 ans avec quelques années d'éducation formelle, qui ont été tous scannés en un IRM fonctionnel. Alors l'idée ici, c'est de savoir si le cerveau utilise les mêmes représentations quand il voit un nombre écrit, par exemple le chiffre arabe 2, et quand il voit la même quantité, mais représentée par des points, donc 2 points. Et donc pour ça, les chercheurs utilisent une méthode d'analyse qui s'appelle une méthode de décodage multivarié. Alors, en quoi ça consiste? On va mesurer l'activité cérébrale pendant que l'enfant voit des chiffres symboliques ou des groupes de points non symboliques. Et puis, on entraîne un modèle à reconnaître le type de stimulus, donc par exemple 2 versus 7 versus 9, dans un format donné, donc par exemple le format symbolique. Et puis, on va tester si ce modèle peut aussi reconnaître les mêmes quantités, mais dans l'autre format. Si le décodage entre formats fonctionne bien dans une région cérébrale, ça veut dire que cette région code les quantités de manière similaire, peu importe si on voit un chiffre ou un ensemble de points. Et donc, ce que les auteurs ici ont observé, c'est qu'à 5 ans, la performance de décodage est plus grande que le hasard. Donc, ça veut dire qu'il y a une représentation neuronale indépendante du format, et notamment dans le cortex pariétal droit, ce qui indique que les représentations symboliques et non symboliques à cet âge sont encore très fortement imbriquées. À 8 ans, en revanche, la performance du décodeur est au niveau du hasard. Donc ça veut dire que les représentations sont plus distinctes. Un décodeur dans un format ne peut pas décoder dans l'autre, ce qui suggère donc une spécialisation des circuits neuronaux pour chaque type de représentation symbolique et non symbolique. Et donc, à l'intérieur des mêmes régions, on n'a pas un remplacement de représentations symboliques, des représentations non symboliques par des représentations symboliques, mais bien une coexistence de représentations qui se différencient. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien que l'enseignement des mathématiques devrait donc commencer par le concret, puis introduire progressivement les symboles, en accompagnant cette construction de représentations distinctes mais connectées. Je vais passer maintenant au vecteur de construction numéro 2, ce qui est un passage de l'activité frontale à une activité pariétale. Alors, on en voit ici une illustration dans cette étude qui a été menée par Alissa Kersey dans l'équipe de Jessica Clanton. Alors, dans cette étude, l'IRMF est utilisé pour analyser l'activité cérébrale de 35 enfants qui étaient âgés de 4 à 8 ans, mais aussi de 23 adultes, pendant qu'ils étaient en train de regarder des clips éducatifs, principalement issus de Sesame Street, sur la lecture et sur les mathématiques. Et donc sur cette figure, alors je vais vous demander un petit peu d'effort et de concentration. On va essayer de se concentrer seulement sur ce qui est en bleu, qui correspond aux activations pour les mathématiques. Alors on les voit ici en bleu, voilà. On va regarder également les contours noirs qui sont dessinés sur les cerveaux. Contours noirs qui correspondent à chacune de ces colonnes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça nous permet de voir que quand on compare l'activation donc entre les enfants et les adultes directement, il y a quelques régions qui sont stabilisées, donc dans laquelle on retrouve une activité similaire entre les enfants et les adultes. Mais surtout, il y a des régions qui sont plus actives chez les enfants, notamment dans le cortex frontal, et des régions qui sont en développement, qui sont plus actives chez les adultes, notamment dans le cortex pariétal et occipital ventral. Alors ça, c'est corroboré par l'évolution de la coactivation. On va expliquer ce que c'est entre les différents nœuds du réseau qui répondent aux mathématiques. Alors, ce que j'entends par coactivation, c'est une corrélation de l'activation au cours du temps
entre deux régions. Donc on prend deux régions et on étudie à quel point l'activation dans une région et dans l'autre est corrélée. Quand elles sont très corrélées, on dit que ces deux régions sont coactivées. Alors c'est ce qu'ont étudié ici Battista et collaborateurs, en utilisant à nouveau des données d'imagerie cérébrale fonctionnelle qui ont été obtenues chez 30 enfants scannés à plusieurs reprises sur une période de 6 ans, de l'âge de 7 ans à l'âge de 14 ans. Et donc pendant les examens IRM, les enfants devaient indiquer en appuyant sur un bouton si des opérations arithmétiques qui étaient présentées à l'écran étaient correctes. Donc ils voyaient par exemple 2 plus 4 égale 6, ok, correct. Ou bien 4 plus 2 égale 7, non, incorrect. On appuie sur un autre bouton. Et ensuite, les auteurs étudient donc la coactivation de différentes régions pendant la résolution de cette tâche et se concentrent principalement sur les régions pariétales. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'on voit à travers donc l'âge qui est représenté ici, une augmentation de la coactivation entre les régions pariétales et notamment occipito-temporales, ici, qui sont, donc on l'a vu, impliquées dans la manipulation des quantités et la reconnaissance des symboles numériques. Et en même temps, ils montrent une diminution de la coactivation entre le cortex pariétal et le cortex préfrontal. Donc on en voit ici notamment 2 exemples. Et donc ce que ça suggère, c'est qu'il y a une moindre dépendance au fil de l'âge au système de contrôle exécutif au cours du temps, donc des processus qui sont de plus en plus automatisés. Alors je fais une toute petite parenthèse ici, entre parenthèses, si ces connexions entre les régions du réseau ne se forment pas bien, cela peut affecter l'apprentissage. Par exemple, les individus qui sont atteints de dyscalculie présentent souvent une activation anormale du sillon intrapariétal, aussi une connectivité altérée avec d'autres régions qui sont impliquées dans la cognition mathématique, ce qui va limiter non seulement leur capacité à manipuler les objets mathématiques, mais va aussi entraîner donc des difficultés dans l'utilisation de stratégies mathématiques qui sont adaptées. Ok. Et donc on a vu que cette diminution de coactivation entre les aires pariétales et le cortex frontal pouvait être associée à une automatisation des processus. Et donc en effet, je vous présente ici l'étude de Rivera et collaborateurs qui date de 2005, qui va tout à fait dans ce sens. Donc dans ce cas-là, les chercheurs ont scanné à nouveau en IRM fonctionnel 17 participants âgés de 8 à 19 ans. Alors là, on n'est pas sur une étude longitudinale, on avait 17 participants de différents âges de 8 à 19 ans. Et donc les participants dans cette étude devaient dire si une égalité était juste ou fausse, un peu de la même façon que ce qu'on a vu juste avant. Et il y avait aussi une tâche contrôle dans laquelle ils devaient dire si 0 était présent dans une chaîne de chiffres. Donc ce que les auteurs montrent, c'est qu'il n'y a pas de différence de taux de bonne réponse dans les tâches à travers les différents âges. Par contre, on voit une grosse différence d'activation cérébrale. On observe, alors là on voit donc en deux couleurs, on observe de moins en moins d'activation dans les aires frontales. Donc on voit la diminution de l'activité ici en bleu, et de plus en plus d'activation dans les aires pariétales et inférieures temporales, surtout dans l'hémisphère gauche. Donc c'est ce qu'on voit en rouge. Et il se trouve que la décroissance du temps de réaction dans les tâches avec l'âge est très fortement corrélée à la décroissance d'activation dans les aires frontales.
Et donc ça suggère assez bien à nouveau que l'évolution de l'activation cérébrale, et notamment de cette diminution d'activité dans les aires frontales et augmentation dans les aires plus pariétales à l'arrière du cerveau, est bien due, ou reflète en tout cas, un processus d'automatisation des calculs, le fait d'avoir moins besoin de contrôle exécutif pour réaliser ces calculs qui demandent un effort au départ. Je vais simplement rajouter peut-être un argument supplémentaire ici sur le rôle de l'apprentissage et de l'entraînement, qui vient d'une étude récente. Je ne vais pas vous montrer l'image, mais je vais vous raconter cette histoire. Donc, c'est une étude récente de l'équipe de Jérôme Prado, dans laquelle les parents de 66 enfants de 8 ans ont répondu à un questionnaire qui concerne la fréquence des pratiques numériques à la maison, à la fois formelles, mais aussi informelles, dans le dernier mois. Et puis, les enfants ont aussi été scannés avec de l'IRM fonctionnel. Et ce que les résultats montrent, c'est que les enfants qui sont exposés à davantage de pratiques mathématiques à la maison, présentaient une activation accrue dans les régions frontopariétales pendant des tâches numériques, et également que cette activité était positivement corrélée à leur performance en mathématiques. Du coup, c'est un autre argument qui souligne l'influence directe de l'entraînement et de l'entraînement sur le développement cérébral lié aux mathématiques. Alors tout ça, si on reprend tout, ça nous met en évidence ici 2 points importants. Alors premier point, à nouveau, finalement, le rôle, et notamment dans ce qu'on a vu d'augmentation de la coactivation entre des régions pariétales et inférotemporales, ça montre le rôle important de l'établissement et du renforcement de la connexion entre les différentes représentations symboliques et concrètes d'un objet mathématique, premier point. Et le deuxième point, c'est le rôle fondamental de l'automatisation, notamment des calculs, pour finalement, qui demande beaucoup d'efforts au départ, mais pour finalement libérer de la ressource cérébrale, on pourrait le voir comme ça, pour permettre au cerveau de fonctionner plus efficacement et donc pour aller plus loin. Et ce faisant, j'en arrive à présent au dernier volet de cette construction dont je vous avais parlé. Alors, on s'est jusque-là vraiment beaucoup concentré sur les régions frontopariétales et occipitales ventrales. Mais mon dernier point sera sur ce qui se passe dans l'hippocampe, une région qui est traditionnellement associée à la mémoire épisodique, mais dont des travaux récents ont montré en fait l'implication dans le traitement de structures et de règles abstraites. Alors, je vais commencer par vous montrer cette étude longitudinale qui a été menée par Tin et collaborateurs, dans laquelle on a 28 enfants âgés de 7 à 9 ans qui ont été évalués à 2 reprises sur une période de 1,2 ans, alors qu'ils effectuaient donc à nouveau des tâches de vérification d'addition pendant un examen d'IRM fonctionnel. Donc on est toujours sur la présentation visuelle de 4 plus 2 égale 6, oui, 4 plus 2 égale 7, non, etc. Très bien. Et puis, en même temps, les chercheurs ont aussi proposé cette même tâche à deux groupes de 20 adolescents d'une part et de 20 adultes d'autre part. Et ils ont mesuré les proportions de stratégies de résolution de problèmes qui étaient utilisées, donc soit du comptage, soit de la récupération en mémoire. On voit que les stratégies de résolution voilà, ici évolue au cours du temps, avec une diminution du comptage, une augmentation de la récupération en mémoire pour résoudre ces problèmes d'addition. Et chez les enfants, en tout cas au début, ce changement de stratégie est associé à une augmentation de l'activité de l'hippocampe. Donc entre T1 et T2, on voit cette augmentation très nette d'activation de l'hippocampe. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une augmentation de l'activité de l'hippocampe. Il se trouve qu'il note aussi une augmentation de la coactivation
entre l'hippocampe et d'autres régions du cortex, notamment pariétale et préfrontale, à nouveau, et une augmentation qui est corrélée positivement avec les gains individuels de chaque enfant de récupération en mémoire. Et puis après, ce qu'on voit, c'est que chez les adolescents et les adultes, pour qui finalement ces problèmes de mathématiques sont depuis longtemps intégrés, eh bien l'engagement de l'hippocampe s'effondre. Et bien moindre, voilà. Donc c'est en fait un résultat que l'on voyait déjà dans l'étude précédente que je vous ai montrée de Rivera et collaborateurs, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Alors, je vous rappelle qu'en bleu, on voit la diminution d'activation avec l'âge, et en fait, il le montrait déjà, donc dans ces régions de l'hippocampe et du virus parahippocampique, une diminution d'activation avec l'âge. Alors finalement, tous ces résultats, eh bien, ils suggèrent que l'hippocampe va jouer un rôle crucial dans les premières phases de l'apprentissage des faits, notamment des faits arithmétiques chez les enfants, en facilitant la transition vers des stratégies de récupération en mémoire plus efficaces. Puis, à mesure que les compétences mathématiques se consolident, la dépendance à l'égard de l'hippocampe va diminuer et les circuits cortico-stabilisés et spécialisés vont prendre le relais dans le traitement des faits mathématiques. Voilà. Donc finalement, peut-être que ce passage de l'hippocampe vers des circuits cortico-stabilisés, peut-être que c'est un bon marqueur du fait qu'on a vraiment compris. Et donc je vais d'ailleurs vous montrer un résultat qui est tout à fait convergent dans notre étude de 2023. Avant, excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. Voilà. Donc dans cette étude de 2023, des étudiants qui étaient en première année de licence de mathématiques ont été invités à regarder de très courtes vidéos pédagogiques qui introduisent des concepts mathématiques qui sont normalement présentés en dernière année de licence. Donc, par exemple, des concepts de théorie de la mesure, des processus stochastiques, etc. Alors, vous voyez ici défiler l'une de ces vidéos sur le modèle de Markov caché. Donc, voilà, on présente de façon vraiment introductive ce concept de maths en prenant l'exemple d'un personnage qui fait des déplacements. On sait dans quelle ville il est allé, mais on ne sait pas dans quel ordre. Il nous envoie chaque jour une photo de son assiette. On connaît la probabilité d'avoir mangé tel plat dans telle ville. On connaît les probabilités de transition entre les différentes villes. Et donc, tout ça constitue un modèle de Markov caché. Donc, je vous ai fait la vidéo très rapidement. Et donc, nos étudiants regardent ces vidéos dans l'IRM. Et puis, avant et après les vidéos, au cours du même examen IRMF, les participants écoutent à nouveau des énoncés donc mathématiques ou non et doivent décider si l'énoncé est vrai ou faux. Alors, vous voyez que certains de ces énoncés portent sur des concepts qui étaient connus depuis le lycée, et les autres portaient sur des concepts inconnus, mais dont certains étaient donc enseignés dans les vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe après la brève session d'apprentissage? Eh bien, d'abord comportementalement, on a observé un effet d'apprentissage qui était certes assez limité, mais qui était néanmoins significatif sur donc les concepts qui étaient enseignés dans nos vidéos, et ce pour les mathématiques, et puis également des vidéos donc, qui portaient sur des concepts présentés dans nos phrases contrôle. Mais au niveau du cerveau, en fait, on observe bien une augmentation de l'activation dans des régions du réseau mathématique, là où on se serait attendu à les trouver, mais cela dit, qui n'est pas spécifique aux nouveaux concepts de maths qui ont été introduits. Vous voyez que l'augmentation d'activation en fait, est visible
pour tous les concepts présentés. En fait, quand on regarde le contraste entre les énoncés qui portent sur des concepts enseignés versus toutes les autres phrases, donc ceux qui étaient connus avant et puis ceux qui sont restés inconnus, eh bien, ce qu'on voit, ce sont des activations principalement dans le cuneus, le singulaire postérieur, le gyrus angulaire gauche, etc. C'est-à-dire, en fait, des sites qui sont plutôt impliqués dans la mémoire épisodique et dans l'apprentissage verbal, mais qui ne font pas partie du réseau des maths. Il y a même certains sites, comme ici, qui sont très proches du réseau, mais qui n'en font pas partie. On est à côté, on est juste à côté. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, tous les nouveaux concepts mathématiques qu'on vient d'apprendre, ils ne sont pas immédiatement intégrés dans le réseau qui va répondre aux mathématiques. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt finalement une première phase de traitement des nouveaux concepts qui est plus proche de ce qui a pu être observé dans l'hippocampe. Donc, méfions-nous, dans l'enseignement, il ne faut pas aller trop vite, il faut du temps pour intégrer un nouveau concept et sans doute du bon sommeil qui favorise le transfert de l'hippocampe vers le cortex. Et donc, avec ceci, on en arrive à la fin de cette histoire. Et donc, je vais simplement évoquer quelques conclusions pratiques. Donc, la première, c'est que dans l'enseignement, il faut sûrement commencer par une approche concrète, puis progressivement passer à une représentation visuelle et enfin à des symboles abstraits. Et deuxièmement, il faut beaucoup d'entraînement et laisser au cerveau l'opportunité de réfléchir puis de bien dormir, parce que le cycle veille-sommeil est essentiel pour transférer ses connaissances progressivement d'une mémoire qui est plutôt superficielle et liée à l'hippocampe à une mémoire intégrée dans des réseaux cérébraux automatisés qu'on a vus, dans le sillon intrapariétal, dans le cortex inférieur temporal. Et avec ceci, je vais conclure et puis je vous remercie de votre attention.